Enchanté, François. Victor, enchanté. On va pouvoir échanger sur nos startups respectives. Eh bien oui, je crois que Dassault Systèmes nous a préparé des petites questions pour qu'on échange. Donc, je pense qu'on va se découvrir, on va découvrir pas mal de choses. Tu veux tirer la première? Allez, je tire la première. Vas-y. Quel est le public cible de ta startup? Le public cible, moi, c'est les personnes amputées des jambes, déjà, pour commencer par le basique. Parce qu'on fait, nous, des lames de sport pour les personnes qui ont perdu une jambe par des aléas de la vie, une ou deux. Et nous, l'idée, c'est d'aller proposer une solution qui permette à des personnes de pouvoir réaccéder au sport, mais aux personnes un petit peu sportives de tous les jours. Nous, on connaît aujourd'hui, via les Jeux paralympiques, les sportifs de haut niveau qui ont accès à des lames pour faire du sprint, pour courir, aller chercher la médaille d'or aux Jeux. Mais ces produits-là, ils sont difficiles à utiliser pour beaucoup de sportifs du quotidien. Ils sont très chers. Et nous, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est un produit plus facile à utiliser pour les sportifs de tous les jours, plus accessible, et un produit aussi avec une réelle conscience environnementale. Et donc, on a eu cette idée de revaloriser en fait des déchets de l'industrie aéronautique pour offrir des solutions aux personnes amputées des jambes pour pouvoir remettre du sport dans leur quotidien. Nous, c'était vraiment ça la cible en fait de notre start-up, et c'est notre raison d'être en fait. Je peux te retourner la question peut-être quand même. Quelle est la cible un petit peu de tout ton travail? Alors, Chronospédia, c'est une encyclopédie open access de l'horlogerie ancienne. Donc forcément, le public de cette encyclopédie, ça va être en tout premier lieu les musées d'horlogerie, les conservateurs et les visiteurs de ces musées. Ça va être également les collectionneurs d'horlogerie ancienne, et puis tous les horlogers, et principalement ceux qui sortent de formation, puisqu'aujourd'hui, la formation est principalement axée sur la montre, et toute la partie qu'on essaye de protéger, nous, pendule, horloge et horloge d'édifice, est pratiquement plus documentée. D'où la création de cette bibliothèque 3D qui permet d'avoir un accès à toute cette archive. Hop, je prends la suivante. Alors, quelle est ton innovation et en quoi elle se distingue des autres offres existantes? Alors nous, c'est assez simple. Les autres offres existantes, il n'y en a pas. Puisque, comme je le disais précédemment, construire cette encyclopédie, ça nécessite vraiment des ressources importantes, des ressources techniques. Et l'innovation, vraiment, c'est de se rendre compte que si on veut sauvegarder l'histoire de l'horlogerie entre 1300, où elle apparaît, et 1900, il y a certes des millions de pièces qui ont été fabriquées, mais il y a, pour ce qui est de la France, une dizaine de types de mécanismes différents. Donc l'idée, c'est de se dire que pour chacun des types de mécanismes, on va faire un chapitre, et en fonction de la complexité du mécanisme, on va créer entre 2 et 10 modèles différents en 3D. Et une fois qu'on a notre modèle 3D, on va pouvoir faire ce qu'on ne pourrait pas faire avec un mécanisme, c'est-à-dire des vues éclatées, des animations particulières. Maintenant, grâce à la techno, on va pouvoir permettre aux visiteurs d'un musée ou aux jeunes en formation d'aller se promener à l'intérieur du mécanisme. Et là, on est en train de travailler on va leur apprendre à construire le mécanisme alors qu'ils ne l'ont pas dans les mains. Et ça, c'est possible que grâce à l'innovation, grâce à la 3D, grâce au logiciel, grâce à la réalité virtuelle. Et c'est passionnant. Du coup, finalement, l'offre existante, c'est les pièces telles qu'on les voit, mais en surface, quoi. L'offre existante aujourd'hui, si on veut sauvegarder le patrimoine, il n'y a rien. Si ce n'est des ouvrages papier qui sont totalement illisibles. Alors que si on a une modélisation 3D, aujourd'hui, avec ton smartphone, tu peux cliquer sur nos modèles 3D, faire apparaître en réalité augmentée à côté de toi le mécanisme. On a un peu, nous, un point similaire par rapport à ce que tu dis là, c'est qu'on veut combler aussi un vide, en fait, aujourd'hui, dans l'offre existante. C'est ce que j'expliquais avant, c'est viser, nous, les sportifs du quotidien, et pas les sportifs de haut niveau. Mais ça passe, nous, par... c'est toute la conception finalement et le design produit qu'on fait nous au tout départ. Les produits ils sont pensés pour la reprise du sport et le sport sur des terrains variés. Et donc, dans la conception qu'on fait au tout départ, on ne cherche pas par exemple à aller chercher peut-être les 5% d'optimisation qui vont permettre derrière de gagner un petit peu de performance pour du sprint, des choses comme ça, parce que ce n'est pas notre public. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire un produit qui soit facile à produire, pour qu'il soit le plus accessible financièrement possible, malgré la technicité du produit et des matériaux, qui soit aussi adapté, confortable pour des personnes qui reprennent le sport et qui n'étaient pas forcément des grands sportifs en plus, qui vont pas avoir les muscles super développés d'un sportif de haut niveau. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est
drainer quand même vraiment un mouvement en fait, qui montre aux personnes de quoi elles peuvent être capables en les mettant dans les meilleures conditions pour qu'elles aient accès au sport. Donc il n'y a pas que le produit, il y a tout un travail autour de considération des professions médicales aussi autour de ça, qu'elles aient les moyens d'équiper les personnes dans les bonnes conditions, que les personnes puissent rêver à ce qu'elles peuvent faire, se lancer aussi des défis. Et ça fait partie d'un mouvement global. Passons à la suivante. Alors, à quelle étape du projet Dassault Systèmes sont-ils intervenus ? Ils sont intervenus avant le projet. C'est un peu à cause d'eux d'ailleurs qu'il est né. En 2008, j'ai voulu faire le concours de meilleur ouvrier de France. Donc pour ça, j'avais imaginé un mécanisme que je voulais digne du concours et j'avais travaillé sur un concept d'horloge qui descende de son propre poids, ce qui lui générait sa force motrice. Et arrivé en bas, on retournait l'horloge comme un sablier. La seule chose, c'est pour que ce soit esthétique, j'avais 16 couches de rouages différentes. Et les méthodes de dessin papier-crayon que j'avais appris moi, on met un calque, puis au bout d'un calque, on ne voit plus rien. Donc j'ai découvert qu'il y avait un logiciel qui était utilisé par certains des stagiaires qui venaient dans l'atelier qui s'appelait SolidWorks. Donc il y a un exemplaire du logiciel qui est tombé dans l'atelier par inadvertance. Donc je l'ai installé sur mon ordinateur, j'ai appris à l'utiliser. Donc j'ai commencé de chercher au niveau de l'atelier toutes les utilisations possibles qu'on pouvait avoir sur de la reconstruction, sur un mécanisme ancien où on va le redessiner en 3D pour avoir, par la création des pièces, celles qui manquent, les faire fonctionner virtuellement. Et contrairement à l'horloger qui traditionnellement, dans mes méthodes à moi, travaillait par essai, échec, essai, correction, etc. Là, une fois que ça fonctionne sur l'ordinateur, je peux récupérer les plans et fabriquer les pièces, ou alors les imprimer. Et puis, on a fait de la modélisation pour les musées. Et chaque fois, j'essayais de trouver s'il y avait un modèle économique, et il n'y en avait pas, parce que le temps nécessaire était tellement important que le coût faisait que personne n'avait l'argent à mettre sur la table. Je communiquais un peu sur les réseaux sociaux, et via ces appels du pied, on va dire, les gens de Dassault Systèmes sont venus me chercher après, en me disant, bon, on a vu ce que vous faites avec les logiciels, avec la 3D, je pense qu'on peut vous aider. Et de là, ils sont intervenus avec une mise à disposition des logiciels. Leur soutien, il est important parce qu'il intervient aussi bien sur la partie bêtement soft qui me permet de travailler, mais surtout l'environnement, sur du conseil. C'est avec eux qu'on a trouvé une agence de com. Donc ils étaient là avant, ils sont là pendant, puis j'espère qu'ils vont rester après. Voilà. Moi, ça démarre un peu plus tard que toi quand même, parce qu'en 2008, moi j'étais à l'école primaire. Mais... Le projet en lui-même nous a démarré à l'école en 2019. Nos premières modélisations, j'étais en école d'ingénieur, donc en école d'ingénieur, on apprend à utiliser des logiciels de modélisation en fait, et les outils sur lesquels on travaillait nous à l'école, c'était des outils Dassault Systèmes. Donc on devait designer une lame en composite. Notre premier réflexe a été d'aller dessiner ça et simuler ça sur les outils Dassault Systèmes qu'on avait nous à l'école. Donc à ce moment-là, c'est là qu'on a fait nos premières simulations, nos premiers dimensionnements de lames. Puis après, quand on a progressé dans le projet, on a avancé, on a commencé à avoir un peu plus de visibilité, à avoir un peu plus de prototypes qui avançaient, et une ambition un peu plus grande aussi sur le nombre de produits qu'on souhaitait faire, et puis aller plus loin dans la démarche technologique, j'ai envie de dire, de notre projet, d'aller sur d'autres formes de lames, d'aller avancer sur ces sujets-là. Et à ce moment-là, du coup, on a été mis en contact, nous, avec le 3D Experience Lab, avec un programme qui nous convenait parfaitement à notre phase de développement et sur ce qu'il pouvait nous apporter. Et à ce moment-là, du coup, en intégrant finalement ce lab, là, après un premier pitch où on présentait vraiment notre ambition et Pitch en anglais. Pitch en anglais, ouais, pour c'est toi vrai. Facile, mais pour moi c'était une épreuve. Et du coup, l'entrée dans le lab, ça nous a donné accès à la 3D Experience Platform, qui rassemble les différents outils dont on a besoin, nous, à toutes les phases de conception de nos produits. Et puis au-delà de ça, ça nous a permis, nous, de se canaliser, centraliser notre gestion de projet, nous, sur nos parties R&D et nos projets à venir. Moi, ce que je trouve bien, c'est que dans mon domaine qui est l'horlogerie historique, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans, quoi. Et c'est vrai que s'ils aident la sauvegarde du patrimoine, grâce à leur innovation, je trouve que c'est encore plus méritant. Donc nous, ça nous facilite grandement la vie en tout cas. Bon, on avance ? Allez, hein. Allez. Ah, quelle chanson te motive
lorsque tu es confronté à un défi? Alors je vais prendre défi dans le sens quand il faut vraiment se concentrer. Là, moi, je rentre dans les musiques un peu sans paroles, qui vont être souvent des bandes originales de films, en fait. Dans les dernières un peu que j'aime bien dans ce domaine-là, c'est la bande originale de Oppenheimer. Je la trouve très bien pour se concentrer et, sur une tâche un peu à enjeu, mais un réel défi. Je dirais que c'est ça mon tube du moment. Et toi, là-dessus? Alors moi, j'ai de la peine à faire deux choses en même temps. Alors là où je te rejoins, c'est que moi, il ne faut pas qu'il y ait de paroles, parce qu'autrement, j'écoute les paroles et j'arrive pas à réfléchir ou quoi que ce soit. Donc en général, j'ai pas de musique. Ou alors, il y a un truc, mais c'est peut-être dû à mon âge. Moi, j'adore les suites pour violoncelle de Bach. Donc c'est vrai que je les mets assez facilement en boucle dans l'atelier. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à changer la culture musicale de mes stagiaires. Quand ils repartent, ils ont découvert d'autres choses, du jazz aussi. Alors, quel conseil as-tu reçu qui a été déterminant, ou est-ce qu'il y a une personne qui a été déterminante dans ton parcours? Des personnes déterminantes, énormément, et même ce serait difficile d'en mentionner qu'une, et ça serait faire outrage aux autres personnes que je ne veux pas mentionner. Donc je vais peut-être mentionner quelques conseils qui ont pu être donnés d'intéressants. Donc on est au César, tu remercies ta famille, ton producteur, ton collaborateur. Puis au César, on voit ceux qui se font remercier, mais on ne pense pas à ceux qui sont oubliés dans le discours. Et il y en a sûrement. Il y a un conseil nous important qui nous a été donné, c'était de prototyper. On est, nous, dans un domaine où c'est bien beau d'avoir de belles idées, de constater qu'il y a un manquement, qu'on souhaite changer quelque chose. Il faut aussi avoir les moyens d'avancer et de montrer en fait qu'on peut y arriver. Et faire des prototypes assez rapides qui peuvent ne pas être la version finale, mais d'avancer toujours et de construire quelque chose, une version 1, pas forcément finie d'un petit peu tout. On peut parler d'un produit, parce que c'est l'exemple le plus simple, mais ça peut être sur un projet, sur un petit peu tout ce qu'on peut créer. Pas hésiter à se lancer, même si c'est pas fini, et à confronter, parce que sinon, on fait rien, en fait. Ouais. Là où je rebondis sur ce que tu dis, c'est que nous, c'est pareil. Nous, entre la chose que j'avais imaginée au départ et celle qui existe maintenant, ça s'est tellement enrichi de toutes les rencontres qu'on faisait, de tous les compléments qui sont arrivés. Typiquement, le site qui commence d'être mis en ligne, si on avait travaillé avec une structure classique de création de site internet, les types, ils nous auraient virés, mais au bout de 15 jours, quoi. Là, en travaillant avec les équipes du CNRS, eux, ils ont complètement compris que le truc avait besoin de changer, avait besoin d'évoluer, que l'idée du départ, elle n'était pas forcément bonne. Et puis, au niveau du projet lui-même, il y a quand même une personne qui est là en filigrane depuis le début. En quittant le monde de l'artisanat pour rentrer dans le monde de l'industrie, j'ai découvert toute une façon de travailler que je ne connaissais pas. Les fiches de méthode, les fiches de travail, les fiches de process, et tout un tas de choses qui me servent maintenant dans le montage de mon projet. Et le montage du projet lui-même, c'est Maurice Gorgy, il y a 3 ans de ça, qui a vu ce que je faisais sur les réseaux sociaux, comme quoi ça sert quand même, et qui m'a dit faut que je te mette en contact avec Constantin Protasov, qui est l'ancien vice-président de l'université de Grenoble, et qui a décidé qu'il allait venir s'amuser avec moi pour sauver l'horlogerie. Et en fait, c'est ce filigrane de Maurice Gorgy de 87 à 2024, avec des moments où je ne le voyais plus, des moments où on se voyait, mais je pense que c'est lui la personne importante dans le dispositif pour nous. Un conseil qu'on a pu avoir sur la réponse à un besoin. Comment vraiment répondre à un besoin, en fait. On n'était que des ingénieurs au départ, et les ingénieurs, on a une petite tare au départ qui est de penser beaucoup en fait à solutions. Et c'est un point nous hyper important, et qu'on a eu des formations là-dessus sur comment caractériser un besoin, et à partir du besoin d'une personne, faire ce qu'on appelle un bon brief produit qui va répondre à un besoin concrètement. Si c'est un super produit mais que ça répond pas à un besoin derrière, est-ce qu'il a une raison d'être? Pas forcément. Et c'est important de garder ça, et nous, ça a toujours été dans notre ADN. C'est un conseil qu'on a eu au départ, et un accompagnement même un peu plus global de certains mentors sur ce sujet-là. Et du coup, on ne s'écarte pas de ça, toujours dans toutes les décisions qu'on peut faire aujourd'hui au quotidien, parce que c'est ce qui fait qu'on répond aux besoins des personnes. Alors nous, ce qui est marrant, tu vois, ça me fait réfléchir à ça, c'est que nous, on va plutôt être dans la sérendipité. Ah oui, tiens, ça finalement, on n'y avait pas pensé, mais ça pourrait être intégré dedans. Forcément, comme je ne suis pas ingénieur, moi, je n'ai pas cette vision programmée des choses, ça va plutôt être un truc qui se déroule au fur et à mesure, et qui fait que faut que je pose la question à mon mentor, il sera peut-être là, faut que je vois les gens du CNRS, et c'est plus par rebond qu'on va travailler, nous.
Il n'y a pas cette démarche structurée comme celle que tu as pu avoir toi. Si vous échangiez de place et d'industrie avec la personne en face de vous, pensez-vous que vous auriez pu réaliser ce qu'elle a accompli? Non. Ah non, tout bêtement. C'est ça où la discussion est intéressante. Toi, tu as une vision d'ingénieur. Moi, j'ai une vision d'artisan qui est sorti complètement de sa zone de confort pour aller demander à des gens dont ils connaissaient à peu près le métier, mais très loin, de s'embarquer dans un projet complètement fou qui n'avait pas de réalité économique. Moi, je serais incapable de refaire le cheminement de tout mon projet parce qu'il y a des choses qui sont arrivées au bon moment, mais c'est pas de ma réflexion. Alors que toi, j'ai l'impression que c'est... Déjà, pour répondre à la question, moi non plus, je pense que je ne pourrais pas faire ce que tu as fait. Je pense très clairement, déjà rien que de base, pour aller sur les éléments très simples, mais je pense que tu as une connaissance du monde de l'horlogerie qui doit être peu comparable avec beaucoup de personnes, je pense, aujourd'hui, et qui doit déjà être un vrai atout là-dessus. Puis tu as l'air aussi de réussir à t'entourer et à galvaniser beaucoup de personnes autour de ton projet. Nous, on a un projet qui est plus collectif, j'ai envie de dire, au départ, et qui réunit aussi beaucoup de personnes autour de nous. C'est les éléments, je vois, c'est vraiment le gros point commun qu'on a tous les deux, c'est que ces deux projets qui, économiquement, peuvent mettre en doute très clairement au départ, mais par l'énergie apportée, l'écosystème, font que ça avance en fait. Puis, humainement, c'est beau ton truc. Mais toi aussi, c'est ça. Je pense que c'est sans doute un des éléments qui fait que les gens viennent sur notre projet. Mais c'est qu'ils y voient des valeurs qui leur plaisent. Clairement. Si tu devais recommencer à zéro, est-ce que tu le referais? Ah oui. Parce que franchement, moi, je m'amuse. Je m'amuse comme jamais je me suis amusé. Moi, le programme de remplissage de Chronospédia, il est déjà prévu jusqu'en 2028. Et puis avec ce qui arrive derrière, on est en contact maintenant avec les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne. Donc je pense que je suis parti pour m'amuser quand même encore un bout de temps. Donc ça va me faire une fin de carrière professionnelle qui sera intéressante parce que le but du jeu, c'est que le système devienne complètement autonome. Donc maintenant qu'il y a un fil conducteur, le truc va continuer de lui-même, quoi. Moi aussi, je pense que je recommencerai pour la simple et bonne raison, c'est qu'on sent, nous, qu'on approche de quelque chose de plus grand. On sent, là, maintenant, on a près de 100 personnes qui, aujourd'hui, courent avec nos lames au quotidien. Et on sent qu'on va pouvoir faire bien plus que ça, là, dans les années à venir. Aujourd'hui, maintenant, on les a rencontrées, ces personnes, en fait, qui ont ce besoin-là, et on a envie de leur apporter des solutions. Puis c'est une richesse, quoi. Ce type de projet, ça permet de faire des échanges passionnants comme celui qu'on vient d'avoir. Et en tout cas, moi, je suis très content d'avoir pu échanger plus longuement avec toi là-dessus. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va partir de chez Dassault Systèmes, là, puis on va aller se faire le petit resto dont on a parlé. Je pense que c'est nécessaire. Un vrai plaisir. En tout cas, c'était très intéressant. Merci, François.